Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie du Studio 7 sur le documentaire. Alors on va pas perdre de temps, on va juste vous expliquer rapidement ce qu'est la deuxième partie pour ceux qui ne savent pas. Chaque épisode est divisé en deux parties sur un thème. Ici c'est le documentaire, précédemment c'était le super-héros, on en a traité plein. N'hésitez pas à le regarder si ça vous intéresse. Dans la première partie, on discute librement sur le sujet, histoire de défricher, de donner un petit peu ce qu'on a à dire. Et sur la seconde, Pauline, Louis et moi, parce que oui, je suis avec l'équipe habituelle, avec Frigo, avec Pauline et avec Louis. Je vous dis quand même bonjour. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Et donc, nous trois, on choisit un film, on le propose à Frigo. Frigo les regarde, il nous fait son retour dans les épisodes d'après. Et voilà, en gros, ce qu'est la partie 2. Et il choisit le meilleur des trois. Oui, bien sûr, il choisit le meilleur des trois, mais ouais. On est là pour le plaisir d'offrir, joie de recevoir. Et donc, écoutez, je vais chacun vous laisser dire les films que vous avez choisis, si vous voulez, puis après on commencera par Pauline pour le premier round. Ouais. Moi, j'ai choisi le film Outtakes from the Life of a Happy Man de Jonas Mekas. Louis? Moi, j'ai choisi L'île aux fleurs de Georges Furtado. Et moi, j'ai choisi Sans soleil de Chris Marker. Ok. Et écoutez, premier round. Alors le premier round, qu'est-ce que c'est? Le premier round, c'est le round un peu technique, un peu fiche technique, synopsis, intrigue, plot, histoire, voilà. Donc on va juste présenter très succinctement, on va essayer en tout cas nos films, histoire de vous donner peut-être envie d'en savoir plus. Et puis voilà. Pauline, tu peux commencer. Ouais. Alors du coup, je viens de dire le titre de mon film, donc j'ai la flemme de le redire parce qu'il est hyper long. Film de Jonas Mekas. Moi, je pense que ça peut être pas mal de le redire, vraiment, pour le coup. Bon, allez, j'y retourne. Outtakes from the Life of a Happy Man, de Jonas Mekas, qui est sorti en 2012. C'est son dernier film. Il dure 1h08, donc c'est pas très long. C'est un film qui est comme un peu tous les films de Jonas Mekas, un montage de pellicule à 16 mm qu'il a tourné dans sa vie. Que ce soit avec sa famille, durant ses voyages, etc. Et on m'a déjà dit en off une fois que mes résumés étaient un peu brouillons et qu'on ne comprenait rien. Alors là, je suis venue avec mon petit carnet Jonas Mekas, Diaries, Notes and Sketches, où il résume lui-même son film. Donc je vais vous lire le résumé de Jonas Mekas. Comme ça devrait être très clair. J'ouvre les guillemets. Dans ma salle de montage, il y a une étagère avec des boîtes de films qui datent d'aussi loin que les années 50. Ce sont des restes de pellicules en rapport avec les films que j'ai réalisés depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui, mais qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas trouvé leur place dans ces films. En jargon cinématographique, c'est ce qu'on appelle des chutes, outtakes en anglais. C'était une aparté, je réouvre la parenthèse. Elles ne font que se décolorer doucement. Certaines sont déjà décolorées. À l'occasion de mon exposition à la Serpentine, j'ai décidé qu'il était temps de rassembler ces matériaux dans un dernier film en tant que film. Le résultat de cette décision est devenu ce film. Il couvre beaucoup la vie de famille, les amis, la ville, la nature et ce que j'ai filmé pendant mes visites en Lituanie. Petit aparté, car Jonas Mekas est lituanien. Tout assemblé à ma façon habituelle. Au petit bonheur, la chance. Encore une aparté. Fermez la parenthèse. La dernière phrase que tu as dit, c'est encore dans l'aparté? Non, c'était la fin du résumé. Donc, en gros, je vais quand même résumer à ma manière. Donc, Jonas Mekas, c'est un mec qui faisait ce qu'il appelait des sortes de carnets de bord, en fait, mais sous forme de film, de plein de choses de sa vie. Donc, par exemple, son voyage en Lituanie, les 3 ans de sa fille, j'en sais rien, plein de trucs comme ça. Et il avait plein de chutes qui lui restaient de tous ses films entre 1950 et 2012, donc plus de 60 ans de films de bobines prises. Et il a décidé d'en faire un film de sa vie un peu, et Outtakes from the Life of a Happy Man, c'est donc les chutes de la vie d'un homme heureux. Donc en gros, c'est un peu un film où il va montrer comment sur sa vie, quels ont été ses petits bonheurs du quotidien, montés à travers beaucoup d'images qui traversent les années. Et il est là en voix off, mais elle est
peu présente. C'est très sensoriel comme film. Parce que je le rapproche dans le procédé des Gemmes à la fureur que j'ai montré. En ça, je prends un petit risque en choisissant ça, parce qu'on peut se dire elle donne qu'un type de film, celle-là. Mais la grande différence, je trouve, c'est justement la non-présence de la voix off. Dans Les Gemmes à la fureur, elle est là tout le long, il raconte son histoire, vraiment, il parle tout le long. Alors que là, il laisse vraiment place aux images, à ce que tu peux y voir. Et voilà, c'est pas très long, j'ai dit, ça dure 1h08. Voilà, c'est un peu son chant du cygne. Du coup, ça veut dire que comme pour Les Gemmes à la fumeur, il y a tout type de format ? Alors non, parce que la différence, c'est que c'est uniquement des films personnels à lui, ici. Et donc, il filmait tout le temps en 16 mm. Il y a peut-être un peu de vidéo sur la fin. Et puis, on le voit dans son atelier de montage. Donc ça doit être filmé en vidéo, mais du coup, c'est tout au même ratio. En général, c'est toujours filmé en vidéo, je pense. Non, mais vidéo, c'est numérique. Ah, ok. Et du coup, c'est assez uniforme, parce que tous les films viennent de lui. C'est pas comme André Bonzel qui a récupéré des trucs à droite à gauche. C'est tout en couleur. Voilà. Pardon, j'avais une question. Vas-y. Il est mort, Mécasse ? Je crois que oui. D'accord. Parce que tu parlais de Chant du cygne, c'est pour ça. C'est son dernier film, et il l'a vraiment fait pour que ce soit son dernier film. Oui, il est mort en 2019. Voilà, d'accord. il est mort récemment. Et c'est d'ailleurs dans le film, il se met lui-même en scène un petit peu au début, en mode il montre ses chutes de bobine et ce qu'il va faire avec. Et peut-être, j'en sais rien, qu'il était déjà malade, ou alors qu'il était vieux et qu'il avait la flemme de continuer de faire du cinéma. Il s'est dit, je vais faire un dernier film avec tout ce que je n'ai pas utilisé dans ma vie, mais qui fait aussi partie de ma vie et qui montre des belles choses. Et voilà. Ok. Et est-ce qu'il est trouvable facilement, ce film ? Alors, ça c'est la grande question. En fait, dans l'épisode précédent, j'ai dit que j'avais envie de découvrir des films pour proposer pour cet épisode. C'était juste une excuse pour enfin ouvrir mon magnifique coffret Jonas Mekas de chez Revoir, qui reprend beaucoup de ses films, que ce soit court-métrage. Il y a des trucs qui vont de 3 minutes jusqu'à 5 heures, 4 heures, je sais plus. Voilà. Et donc, j'ai regardé quelques films de Mekas de mon coffret afin de choisir celui que je proposerais. Et sans réfléchir à est-ce que quelqu'un qui n'a pas le coffret Revoir peut trouver ces films. Et il s'avère que non, c'est pas très très facile. Je sais qu'il y en a eu qui ont été sur Mubi à une époque, que parfois il y a des gens aussi qui arrivent à les trouver sur Mubi d'autres pays avec des VPN. Bon, moi je suis pas assez jeune pour faire ce genre de choses. Du coup, vu que je suis hyper sympa pour Frigo, je lui ai amené mon petit Blu-ray du coffret où il y a ce film dessus, où il y en a d'ailleurs 8 autres qui sont des courts-métrages. Si jamais tu kiffes trop, tu peux te faire plaisir. Mais pour les autres, écoutez, je suis vraiment navrée. Je n'ai actuellement pas de conseils à vous donner, si ce n'est acheter le coffret, mais il faut avoir les moyens de se le payer. Donc, après, ça peut vous donner envie de découvrir du Mekas et avoir en tête ce réalisateur, ce qu'il fait. Et il a déjà été sur Mubi, donc peut-être qu'il y reviendra un jour, peut-être qu'on pourra le trouver. Peut-être que vous pouvez trouver certains de ses courts-métrages sur YouTube, je sais pas, parce que là c'est un long métrage, mais il a fait beaucoup de choses qui durent 6 minutes, 10 minutes, voilà, donc il doit y avoir des choses trouvables facilement. Je vous laisse chercher, je suis désolée. Est-ce que du coup tu le relis vraiment à Gemmes à la fureur ou pas ? En dehors du fait de la voix off, mais est-ce que c'est vraiment genre le même type de composition de film Oui, en vrai quand même, c'est vraiment du bout à bout de séquences de pellicule pour raconter quelque chose qui n'est pas forcément en lien direct avec l'image, mais où quand même ça va bien ensemble, quoi. Et je trouve vraiment que c'est à peu près le même procédé. Et d'ailleurs, il
il y a pas longtemps, j'ai eu André Bonzel au téléphone et du coup, je lui ai demandé si il s'était inspiré de Jonas Mekas pour faire son film. Et il m'a dit ah bah c'est marrant que tu me dises ça parce que je connais personnellement Jonas Mekas, on a déjà fait des soirées ensemble, etc. Et on m'a offert son coffret, donc celui que j'ai, mais j'ai jamais vu un seul de ses films. Okay. Et du coup, moi, je pensais qu'en commençant à me dire ça, je pensais que c'était évident qu'il avait repris la méthode de travail, etc. Et en fait, bah, pas du tout. Enfin, c'est un peu un hasard parce que il a jamais ouvert son coffret. Donc, voilà. Petite anecdote. Trop drôle. Je pensais au mème qui tourne en ce moment avec le mec là qui explique comment il est devenu milliardaire. Oui. Et niveau accessibilité, c'est à peu près pareil du coup ou... 5, je dirais. Ok. Il me semble, j'ai mal à faire, tu l'avais mis un peu moins, je crois que 5. J'avais mis 4-5, je crois. Ouais, je crois que c'est moi qui avais dit 4. Ok. Ouais. Il y avait quelque chose comme ça. Mais c'est peut-être un peu moins accessible qu'est J'aime à la fureur. Vraiment dans cette absence de voix off. Enfin, il y a de la voix off qui vient ponctuellement. Mais c'est des petits commentaires par-ci par-là. Un peu des réflexions philosophiques, on va dire. Et du coup, faut vraiment réussir à te plonger dans des images dont tu vois pas forcément l'intérêt immédiat, on va dire, et te laisser aller dans le flux sensoriel, on va dire, d'images, ce qui est pas forcément quelque chose que tout le monde apprécie faire. Donc, Et du coup, c'est un film un peu saturé, on va dire. Genre, il y a vraiment beaucoup d'informations et d'images qui viennent et tout. Non, ça va, c'est pas trop rapide. Et puis les séquences, elles sont quand même montées de manière cohérente. Enfin, en gros, évidemment, c'est des chutes, mais c'est divisé en plusieurs parties. Du coup, tu vas pas avoir un coup il est en Lituanie, d'un coup il est à New York, d'un coup il est là-bas et tout. Genre, s'il va en Lituanie, bah, tu vas avoir, j'en sais rien, 20 minutes du film où c'est que lui en Lituanie qui va retrouver sa mère et tout. Donc c'est pas non plus. Tu comprends ce que tu vois. Mais il y a un côté un peu difficile d'accès quand même, je trouve. Ok. Je rigole un peu parce que je me sens attaqué depuis tout à l'heure. Parce qu'elle a dit non, mon film n'a pas plein de voix off. Non, mon film ne va pas super vite. Non, mon film n'est pas sursaturé d'informations. Écoute, ton heure viendra, Anthony. Oui, mais je me sens un peu attaqué. Je pense avoir tout dit. Ouais, je pense pas avoir plus de questions. Juste du coup, tu m'as dit 1h... 1h08, ouais, il fait. Ok. Mais écoute, je pense pas avoir plus de questions. Est-ce que l'un d'entre vous deux l'a vu du coup? Non. Non, je devais. J'ai pas eu le temps. Ok. Mais ça a l'air assez intéressant. On disait dans la première partie justement que le documentaire était un cinéma où on rejetait énormément d'éléments qu'on avait filmés. Et justement, en faire un film, c'est super intéressant, je trouve. Oui, c'est vrai. Est-ce que du coup, vous avez des questions, vous deux ou pas? Non, mais en tout cas, je pense que c'est un truc qui peut bien me plaire. Ah ouais? Ouais. Ok. Du fait qu'il y ait moins de voix off, du coup, que genre... non, les films avec trop de voix off tout le temps. Non, mais c'est pas ça, mais là, du coup, je l'aurais lié à J'aime à la fureur, tu vois. Est-ce que, du coup... non, rien à voir. Ok. Non, je pense même pas à J'aime à la fureur, juste ça... Ce qui t'a déplu dans J'aime à la fureur n'est pas du tout présent dans ce film, en tout cas. Oui. Ok. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, ce qui m'avait déplu, c'était toute la partie très... sur le sexe, quoi. Ouais. Vous pouvez retrouver son avis dans l'épisode 2022. Exactement. Ok. Et bah, c'est qui prend la suite? C'est Louis? C'est Louis. Et bah, allez, Louis, à toi. Donc, moi, j'ai choisi L'île aux fleurs de Jorge Furtado. Alors, je suis pas sûr de la prononciation parce qu'il est brésilien, donc je suppose que c'est Jorge ou Jorge, je sais pas du tout. Est-ce que c'est le cousin de Nelly, du coup, ou pas? Oh putain, la vache. Nelly Furtado, voilà. Ça remonte là. Mais du coup, non, c'est bien Georges. Hein. C'est Georges. À chaque fois, les gens veulent donner des accents espagnols à tout ce qui est portugais. Mais... D'accord. Oui. Ah oui, c'est vrai que t'as des origines portugaises. Ouais. Donc, L'île aux fleurs de Jorge Furtado, donc film brésilien de 12 minutes exactement, à peu près. Ok. Sorti en 1989. Ok. Donc, c'est un court-métrage. Court-métrage documentaire qui va... Pardon. Excuse-moi, je te coupe. Est-ce que du coup on parle aussi de courts-métrages dans des documentaires? Oui. C'est vrai que la question n'est pas venue dans l'épisode d'avant. Okay. Oui, c'est court-métrage, c'est vraiment une limite théorique de temps qui est à 60 minutes. Donc Ok, d'accord. Bah, excuse-moi. Vas-y, je reprends. Donc court-métrage documentaire qui retrace le chemin d'une tomate.
de sa plantation par Monsieur Suzuki jusqu'à la décharge ouverte de Porto Alegre appelée l'île aux fleurs. Ok. Cette tomate se retrouve dans une décharge car elle n'est pas jugée assez bonne pour faire une sauce accompagnant un plat. Et donc, elle est amenée à la décharge de l'île aux fleurs, et sur cette île aux fleurs, il n'y a aucune fleur. C'est une décharge à ciel ouvert où les déchets sont séparés en deux par un propriétaire, des déchets organiques qui sont bons pour ses cochons, et ensuite ce qui reste aux gens pauvres qui habitent l'île, en fait, tout simplement, qui sont des familles. Ok. Voilà, c'est l'histoire du film. Ok. De 12 minutes, on peut pas faire un résumé qui dure plus longtemps. C'est l'histoire d'une tomate. Donc en ça, tu m'as un peu spoil tout le truc, quoi. Oui et non, parce que tu verras la forme du documentaire. Pour avoir vu le film, c'est dur à spoiler, en fait, déjà. Ouais, déjà, c'est dur à spoiler. Et en fait, donc c'est 12 minutes qui racontent énormément de choses. Ok. Donc dans le sous-texte. Le film a obtenu l'Ours d'argent du court-métrage au Festival de Berlin en 90, ainsi que le prix de la presse et prix du public au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Ok, cool. Donc, il a fait quand même deux festivals. Ouf. Deux festivals très renommés, et notamment celui de Clermont-Ferrand, qui est le plus grand festival de court-métrage. Donc voilà. Ok. Pour mon film. J'ai une question, du coup, ça a été filmé comment ? Genre, je sais pas. Je pense que ça me paraît démesuré, mais c'est du Steadicam, c'est... Non, c'est filmé... J'ai envie de te laisser découvrir, quand même. Ok. C'est parce qu'il y a des endroits filmés, mais aussi du montage et du collage de différentes images, d'archives, des images photographiques et tout. Et c'est un peu un documentaire un peu expérimental, mais pas trop non plus. Ok. Sur fond de voix off qui te définissent ce que tu vois. C'est une voix off qui va te définir ce que tu vas voir. Ok. C'est une voix off brésilienne, du coup, c'est Alors, moi je l'ai vu en version française. Je crois qu'il y a deux versions qui existent. La version française, le gars a un petit accent, mais pas gênant, en fait. Ok. Je l'ai vu en VF, moi aussi, ça allait. Et du coup, vous l'avez vu sur quoi ? YouTube. Sur YouTube ? Il est dispo légalement sur YouTube. Ok. Juste, ça me fait penser à un truc qui n'a rien à voir, mais c'est le documentaire sur les patates, là, où t'as le mec qui fait My Life is Potato. Oh putain. Je voulais juste le placer quelque part. Niveau accessibilité, du coup, tu le mettrais comment ? J'hésite entre 8 et 9 sur 10. Ok. Parce que, je vais dire 8, parce que son dispositif de mise en scène est quand même assez inhabituel par rapport à ce qu'on peut voir. Et un documentaire, du coup, ou tout court ? Tout court. Ok. Ouais. Et en documentaire, même, il est assez à part. Et je vais t'avouer quelque chose, je triche un peu avec ce film. Ok. Parce que c'est un documentaire parodique. D'accord, ok. Ça reste un documentaire, parce que ce qu'il dit dans le documentaire, t'apprends des choses, et que c'est le réel aussi. Il filme tout ce qui est sur l'île aux fleurs, il filme le réel. Mais il prend un ton volontairement parodique et sarcastique dans sa voix off. Ok. Voilà. Du coup, toi, Deka, tu l'as pas vu ? Non, j'avais pas le temps. J'imagine. Il fait 12 minutes. Non, j'ai commencé, enfin j'ai voulu le voir hier, parce que du coup j'avais 12 minutes. Et je me suis dit non, mais ça peut être cool qu'on soit deux à pas l'avoir vu. Ouais, carrément. Pour avoir plus de questions après. Ou... Voilà. Est-ce que tu as plus de questions que moi ? Est-ce qu'il y a... Non. Pas pour l'instant en tout cas. Est-ce que ça vous tente déjà tous les deux ? Oui. En vrai, oui. En vrai, il faut dire la vérité, c'est un film de 12 minutes. Au pire, t'as pas raté grand-chose, tu vois. Minutes, voilà. Donc oui, ça peut être cool, tu vois. Le ressenti est plus long, mais pas en mode chiant, en mode... C'est assez dense en informations. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, t'as l'impression d'avoir passé plus de temps que 12 minutes parce que t'as appris des choses, t'as vu plein de choses. C'est ça. Je l'ai revu hier, enfin avant l'enregistrement, justement, avec ma compagne. Et à la fin, on s'est dit « Ah tiens, c'est déjà fini !» Et en fait, parce que vraiment, le film est très court, mais t'as l'impression qu'il est très long, très dense. Et, ok. Du coup, c'est beaucoup de plans entrecoupés. Enfin, c'est un peu comme. Ouais. C'est un montage saturé un peu ou pas trop non plus ? Non, un petit peu. Moi, c'est un montage qui me rappelle un peu Bref, tu vois. Ok. Très rapide, très cut comme ça. Ouais.
avec des éléments de collage qui me rappellent un peu ce qu'ont fait les Monty Python dans leurs films et tout. Il y a pas même du stop motion par moment? Si, par moment et tout. Ouais. Ok. Écoute, je pense pas avoir plus de questions. Du coup, je propose à passer à un film très narratif et très saturé. Narratif, non. Non, pas Ah ouais. tellement. Pas du tout. Non, oui, même pas. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que l'époque où je choisissais des films faciles à vendre et à expliquer me manque. Vraiment. Parce que la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines, c'était Heroic Trio qui était... voilà. Oui. Et là, c'est tout aussi compliqué, c'est plus compliqué même. Mais du coup, j'ai choisi Sans Soleil de Chris Marker, évidemment. J'ai pris un Chris Marker, je vais avoir pas mal hésité parce que j'ai peur que vraiment tu aies un rejet de ce film et que tu détestes et qu'il dure 1h30, je te le dis. Ou 1h40 même, je sais plus, mais quelque chose comme ça. Et que ça soit une torture et que ce soit très long. On verra. Mais j'aime tellement Chris Marker. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'en parle pas mal dernièrement. Je pense que même si on ne te suit pas, on le sait. Genre. Ouais, et j'aime beaucoup ces films, et j'aime beaucoup Sans Soleil. Et plus je le regarde, parce que du coup je l'ai vu 2 fois et demi en peu de temps, plus je trouve que c'est immense. Mais donc du coup, qu'est-ce que ce film avant, est-ce que vous m'autorisez à parler un peu de Chris Marker? Parce que je pense que c'est important en vrai. Je sais pas. La vraie question, c'est est-ce qu'on a le choix? Non. Alors, déjà c'est compliqué de parler de Chris Marker parce que en fait c'est quelqu'un qui est ultra anonyme, qui aime pas parler de lui, qui aime pas se montrer. Genre, on doit avoir 4 photos qui se croient après de Chris Marker. Il répond jamais aux questions. Et en plus, il est très coquin, très fourbe. Et ça, je te montrerai des petits exemples de pourquoi il est très fourbe et qu'il aime duper les gens. Et donc, c'est très compliqué de connaître Chris Marker. Donc, on peut pas dire qu'on connaît Chris Marker parce que en fait, il y a pas grand monde qui le connaît vraiment. Mais on essaie en tout cas de faire avec ce qu'on sait de lui. Et c'est pas grand chose. Donc, comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer, s'amuser. C'est un petit rigolo. C'était aussi un socialiste. Il était très de gauche. Et ça se ressent beaucoup, beaucoup dans son cinéma. Il a fait. En fait, il a beaucoup travaillé en collectif. Donc ça va évidemment avec sa sensibilité politique. Il a créé beaucoup de collectifs, ou créé ou pas, en tout cas il a fait partie de beaucoup de collectifs. Par exemple les groupes Medvekin. Alors Medvekin, c'était un réalisateur soviétique à la base qui a plus ou moins, qui a inventé en fait le ciné-train, en gros, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. En gros, il allait dans une usine, il filmait les ouvriers. Le soir, il allait dans le train et le train était aménagé pour pouvoir monter le film. Il le montait dans la nuit avec son équipe, parce que tout était fait en collectif. Et le lendemain, il diffusait le film aux ouvriers. Et donc, voilà, on est vraiment sur un cinéma collectif, un cinéma populaire, en tout cas. Et donc, lui, ça lui a beaucoup parlé. Donc, il y a le groupe Medvekin. Après, il y a le groupe Slon et Iskra, qui sont des groupes, des collectifs avec qui il travaille. Il y a beaucoup de films qu'il a fait, qu'il n'a pas signé de lui-même, et qu'il a signé par le collectif, parce qu'il se mettait... il voulait pas se mettre en avant, tu vois. Et beaucoup de films, par exemple, on avait parlé de Le Joli Mai, qui est avec Pierre Lhomme. Mais en fait, les deux sont crédités en tant que réalisateur, mais Pierre Lhomme, à la base, si je dis pas de bêtises, il est chef opérateur. Et donc, en fait, il savait pas qu'il allait être crédité. C'est juste Chris Marker qui, au bout d'un moment, l'a juste crédité parce que, pour lui, il avait autant travaillé dans le truc et il méritait d'être... Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est très dans le collectif, qui travaille beaucoup en groupe, etc. Donc voilà, et ça me parle beaucoup, tout ce qu'il fait. Donc voilà, j'aime beaucoup le personnage. Et Sans Soleil, c'est un film qu'il a fait quand il avait 60 ans, donc qui arrive très tard et qui est un peu il fait un peu le deuil, ou en tout cas c'est de sa vie, quoi. C'est vraiment, il retranscrit toutes ses pensées, tous ces trucs il fait le bilan, on va dire, un peu. Voilà, il a beaucoup. Par exemple, on a parlé du Fond de l'air rouge, d'un première partie, qui est un film là où il fait un peu le deuil du socialisme. Donc là, ça va dans la continuité. C'est son dernier film avant qui rentre dans une dernière partie un peu de son œuvre, qui est une partie très numérique, technologique. Alors que le mec avait plus de 60 ans, mais il passait sa vie sur le jeu vidéo Second Life. Je sais pas si vous connaissez. Je connais vraiment pas. Ouais. Et il y a une vidéo. C'est le Club Pingouin.
Non, mais non, c'est un truc où tu crées une seconde vie en fait. C'est Ok. le métaverse avant le métaverse. Ouais, c'est ça. Et il y a du coup, juste pour la petite anecdote, une série documentaire par Agnès Varda. Et il y a un petit moment où elle va dans le studio de Chris Marker et on voit un petit personnage d'Agnès Varda dans Second Life qui danse avec le personnage de Chris Marker. C'est complètement lunaire. Et lui, voilà, il est tout ce qui est technologique et tout, ça lui a parlé tout de suite. Il passait sa vie sur le net, quoi. Et alors qu'il avait plus de 60 ans, non mais c'est quand même intéressant. Donc vraiment, il est très marqué numérique, quoi. C'est vraiment Ça se ressent un peu dans Sans Soleil. un homme. Bah oui, évidemment. Du coup, on pourrait l'appeler Chris Marquet. Ah bah, J'ai failli la faire. mais Je saute dans tout là. non, mais pour le coup, c'est pas son vrai nom. Ah, Oui, c'est un alias. Et il faut Ok. savoir qu'il en a utilisé beaucoup. Oui, il en utilise Beaucoup. Donc maintenant, parlons un peu de Sans Soleil. Alors en fait, Sans Soleil, c'est un film déjà qui est très dense. Ça, je te le dis direct. Très, très dense. Ça parle tout le temps, ça s'arrête jamais. T'as des images. En fait, c'est que de la voix off. Donc c'est pour ça que je pense que tu peux haïr. Mais qui parle, et c'est que un peu des trucs, des pensées un peu poético, philosophico, social, voilà. Mais ce que Chris Marker te dit, en tout cas quand tu regardes le film, c'est de ne pas t'attacher vraiment à comprendre quelque chose et de le ressentir. Vraiment, tu te poses, tu prends et en fait, tu peux pas dans tous les cas en un visionnage tout percevoir, tout analyser, c'est impossible, c'est beaucoup trop dense. Mais juste, c'est ton inconscient qui doit recevoir le film. C'est ce que dit Chris Marker, donc je te le dis. ouais, ok. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est ce que tu disais quand tu avais regardé J'ai mal à la fureur, que tu avais un peu posé ton cerveau et que tu avais reçu, et qu'en fait il avait super mûri, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et pendant le visionnage, non, mais c'est vraiment après en fait où le film a pris la place qu'il a pris, en gros, tu vois, plutôt que vraiment genre d'un moment j'ai juste déconnecté, on va dire. En tout cas, C'est quelque chose que j'ai du mal à faire en vrai quand je regarde des films, par contre. Genre, déconnecté? ouais. Bah là, de toute façon, tu n'auras pas le choix, en fait, parce que 1h30, c'est tellement dense que tu peux. En fait, si tu essayes de tout saisir, tu vas juste exploser. Ouais. Donc, c'est pas grave, même si des fois ton cerveau arrête de se focaliser sur le film, revient et tout. Vraiment, c'est le ressenti, c'est ton inconscient, c'est vraiment ça le plus important, en tout cas sur un premier visionnage. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est Sans Soleil? Il n'y a pas de réelle histoire, il n'y a pas de réelle intrigue. En fait, c'est un ensemble d'images et de commentaires qui sont des fois liés, des fois non, qui sont juxtaposés plus ou moins bien, qui peuvent passer d'un thème à un autre, qui peuvent... Enfin, en gros, voilà, c'est un voyage, en fait. C'est plein de choses. Et... c'est un documentaire, du coup. Et bah, alors, en fait, c'est considéré, et je crois que c'est André Bazin qui le dit, comme un essai cinématographique. Ouais. C'est un concept que André Bazin a défini, ouais. ouais, effectivement. Alors, du coup, j'ai pas toutes les datas, mais alors, en fait, essai cinématographique, est-ce que c'est un documentaire, du coup? On va dire que c'est un documentaire très spécial, si tu veux. Voilà, parce que c'est si tu veux, un essai, en gros, c'est que c'est sur un truc, des pensées un petit peu de... Très théorique. C'est très... Bah oui, en même temps, je saurais pas comment te dire, j'avoue, j'ai pas regardé exactement ce que voulait dire André Bazin par ça, mais quand tu regardes le film, tu comprends un peu ce qu'il veut dire, quoi. Certaines personnes ne le considèrent pas comme un documentaire, d'autres oui. Écoute, franchement... En fait, ce qui est sûr, c'est que c'est pas de la fiction. Voilà. Oui, je suis désolé, et j'essaie d'être le plus clair possible. Hein. Mais ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que j'ai dans les mains le dossier presse de Sans Soleil. Ouais. Et donc, je vais pouvoir te lire le sujet du film écrit par Chris Marker. Ok. Est-ce que Un c'est peu un copieur, aussi compréhensible que ce que Oui, tu... c'est vrai que j'avais pas pensé, Pauline, mais on a fait pareil du coup. Est-ce que c'est aussi compréhensible que ce que tu viens de me raconter ou pas? Mais j'ai été si peu compréhensible. Ouais, moi, j'ai vu le film, donc je trouve pas en fait. Ouais. Moi, Le je t'avoue, film, honnêtement... Oui, mais tu verras. Non. Mais oui, mais en fait, le problème avec le film, c'est que si t'en parles peu, c'est impossible d'expliquer. T'es obligé d'en parler très longtemps pour arriver à vraiment donner un avis, enfin une idée de vraiment ce que c'est. Enfin, en tout cas, c'est un peu Et l'impression que j'ai. moi, j'avais beaucoup entendu parler du film avant de le voir. Et en fait, quand je l'ai vu, je me suis rendu compte que je savais rien du film. Parce que Oui. Ouais, et en t'as même pas temps, d'autre choix que de le découvrir. Enfin, c'est pareil, c'est un film. Tu peux pas spoiler le film, tu peux pas Non. raconter le film. Enfin, c'est impossible. Mais du coup, avant de le lire, ce que je peux te dire pour un peu situer ce que c'est. Sans Soleil, pour moi, c'est un peu une sorte de voyage. Ok. C'est un voyage, voilà. Qui s'intéresse à plein de trucs, au petit bonheur de la vie. Il y a des thèmes
récurrents, enfin en tout cas des thèmes qui sortent un peu plus, la mémoire, le Japon, évidemment, parce que Chris Marker est très proche du Japon, mais ça n'empêche pas de le critiquer. Je parlais de Vive la baleine dans la première partie, quand il parle de la pêche à la baleine, il est très très sévère avec le Japon. Tu vois, c'est pas le weeb qui le Japon c'est génial. Hein. Non, enfin ça reste. Il critique le Japon sur tout ce qu'il a critiqué, mais il y a quelque chose qu'il aime dans le Japon. Donc voilà, ça parle de l'humanité. C'est un film vraiment qui parle de l'humanité en vrai, de la vie, de la mort. Ça parle de plein de choses. Ça parle aussi de la culture et comment elle est aussi assez différente entre les peuples. Ouais. Donc, notamment au Japon, mais aussi en Afrique, ouais. au Guinée-Bissau. Après, ça, je comptais justement revenir plus. Non, mais t'inquiète, t'as totalement raison. Mais c'est vrai que c'est compliqué en fait de. Qu'est-ce que je dis dans la première partie ? Qu'est-ce que je dis dans la deuxième ? À quel moment j'en dis trop ? Oui. Et en fait, je dois être dans la seconde. À quel moment j'essaie de faire de mon mieux. Mais donc, voilà, c'est un film aussi qui est très mélancolique, vraiment. On sent vraiment que ça lui pèse, tu vois. Comme je te dis, c'est un peu un deuil. Il a 60 ans, il fait son film sur l'humanité, sur tout ça. Il y a un côté très mélancolique, mais en même temps, comme je te disais, des petits bonheurs de la vie et tout. Donc c'est voilà. Je vais te lire. Est-ce que tu pourrais juste me rappeler l'année du film, s'il te plaît, parce que je t'avoue que je suis noyé dans tes infos. 1983. Ok. Donc voilà. Alors, le sujet. Une femme inconnue lit et commente les lettres qu'elle reçoit d'un ami. Caméraman freelance qui parcourt le monde et s'attache particulièrement à ces deux pôles extrêmes de la survie, le Japon et l'Afrique, représentés ici par deux de ces pays les plus pauvres et les plus oubliés, bien qu'ils aient joué un rôle historique, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Le caméraman s'interroge, entre parenthèses, comme tous les caméramans, en tout cas ceux qu'on voit au cinéma, sur le sens de cette représentation du monde dont il est perpétuellement l'instrument, et le rôle de cette mémoire qui contribue à constituer. Et bon, voilà, après ça parle d'autre chose, mais en gros, voilà, l'histoire, en fait, si tu veux qu'on fasse ça très simple, c'est une femme qui lit des lettres, parce que c'est sous le modèle épistolaire qu'elle reçoit d'une personne dont je citerai un peu le nom après, et qui est caméraman, etc. Non, ça, je fais des teasings, j'en parlerai après. Il y a beaucoup de trucs à dire, mais j'en parlerai après. Donc voilà. Ce que je peux te dire aussi pour un peu saisir le film, c'est que quand Chris Marker fait un film, il sait pas où il va. Il a une petite idée. Ok. Et en fait, de cette idée, il part sur son film. Et son film, il se crée en fait au fur et à mesure de la création, quoi. Tu vois. Par exemple, pour Le Fond de l'air est rouge, et il était à Sloan, je crois, ou Iskra, enfin je sais plus dans lesquels locaux, enfin de toute façon c'est plus ou moins lié. Et en fait, il y a une collègue à lui qui s'est rendu compte qu'ils avaient plein de chutes en fait de plein d'anciens films, de plein de documentaires sur la Révolution, etc. Et puis elle est allée le voir, elle s'est dit, ça serait pas cool qu'on fasse un film qui revient sur ça. Puis il a dit ok. Et puis c'est parti de là, quoi. Et le film à la fin, il faisait 3-4 heures et voilà. Et là du coup, pour ce film-là. En fait, c'est un peu pareil, c'est une petite idée, ça commence d'une certaine manière, ça finit d'une autre, et à la fin, t'as le film. Donc c'est quelqu'un qui est pas du tout perfectionniste. On parlait de Bong Joon-ho, qui lui est, c'est comment on appelle ça ? Storyboard. Il y a rien qui sort du storyboard. Là, il y a des scènes où en fait, Marker dit à une de ses monteuses, écoute, fais le montage, et puis il s'en va, quoi. Et là, je dis bon, c'est quoi ? Mais en fait, on s'en fout. C'est pas vraiment ça qui compte. Enfin, et puis il expérimente beaucoup. C'est pour ça que il aime beaucoup le numérique parce que ça lui permet d'expérimenter à l'infini. C'est quelqu'un qui le montage, c'est vraiment un jeu et tout ça. Donc voilà. Ce film, c'est vraiment une cassure pour Marker, comme je disais. Ça entame la dernière partie de son œuvre et c'est un peu le deuil de ses 60 années passées sur Terre. J'espère que j'ai réussi à expliquer un peu ce que c'est Sans Soleil, mais c'est vrai que c'est compliqué. Ok. Alors, en dehors de ça, le film est disponible quelque part ou pas ? Oui, il est disponible sur Mubi, il est disponible sur YouTube, il est disponible partout. Genre vraiment, okay. Tu peux le voir. Dur à trouver. Oui, sur Dailymotion. De toute façon, quasiment tous les films, je te disais, de Chris Marker sont sur Dailymotion ou YouTube. Ok. Voilà. Et du coup, c'est un film tournant numérique aussi ou... Non, pas à l'époque. Non, je crois que c'est du 35 mm, je pense. Hein. Ouais. Ok. Donc tu m'as dit 1h30, 1h40 ? Ouais, si tu veux. 1h40, je crois. Et du coup, je pense que 100 minutes. 100 minutes. Ok. Et niveau accessibilité, c'est 4 non ? Ouais. Je mettrais 5. Ouais, non. Peut-être même moins, en fait. Enfin, non, on va peut-être même 2, j'en sais rien. Non, 4, c'est bien. Ouais, mais t'as une chance sur 2 qu'il y a personne au bout de 5 minutes, elle arrête, quoi. Non, parce que il y a quelque chose d'assez captivant. Ouais, c'est ça, la voix off, elle est hypnotisante et ce qu'elle raconte est assez fascinant, je trouve.
Ça, je sais pas, ouais, c'est ça, captivant. T'as mis le doigt dessus, c'est ça. Donc non, ouais, 4-5, moi je mettrais, tu vois. Et du coup, vous l'avez vu tous les trois, du coup, le film? Ouais. Ok, donc il n'y a personne qui peut m'aider pour des Est-ce que vous avez questions. peut-être des trucs à rajouter parce que j'ai beaucoup parlé, mais. Mais juste, t'as dit il commence d'une manière et finit d'une autre. Il me semble qu'il y a un peu un côté boucle quand même, si je me Non, rappelle quand bien. je veux dire, comment je parlais pas du film, je parlais lui de. En gros, il part avec une idée. Oui, ok. Et qu'en fait, à la fin, le film qu'il a à la fin, Oui. c'est pas du tout le film qu'il avait quand il a eu son Du idée coup, de on est base. d'accord que dans Sans Soleil, il y a un côté. Oui, il y a une boucle. En fait, il y a. Alors, Sur le enfin, temps, voilà. un petit peu. En fait, Enfin, le début revient à la fin, quoi. oui. Alors oui, en fait, Non, mais- oui. Parce que C'est comme La Jetée, du coup? non. Non. En gros, c'est Les juste choses claires, enfin, maintenant. pour développer pourquoi je dis ça. C'était juste pour me remémorer parce Ouais. que je l'ai vu il y a longtemps. Tout à l'heure, t'as dit que tu pouvais décrocher, raccrocher, que c'était pas grave, qu'il fallait te laisser voguer, etc. Mm. Et en fait, je trouve que ce côté que j'appelle une boucle, ça permet d'avoir ce point de départ et ce point d'arrivée qui sont fixes et qui sont clairs dans ta tête. Enfin, vu que tu vois revenir quelque chose que t'as vu au début quand t'étais full concentré, Ouais. tu te dis genre ah ça je connais, et t'es reconcentré. Et en fait, je trouve que ça encadre ces moments de flottement. Et je sais pas, je trouve ça hyper intelligent d'avoir fait ça parce que ça permet tu vois, d'encadrer ton visionnage et tu vois, tu sais où t'as commencé, tu sais où tu finis, et du coup, tu peux plus te permettre ces moments de flottement entre deux que genre quand tu finis un film et genre tu sais plus du tout ce que tu viens de voir. Et c'est même pas une histoire de boucle, c'est une sorte de ritournelle en fait. Il y a une répétition du Oui. même mot. Il avait écrit, il avait écrit, il avait écrit. Ah oui, ça revient Ouais. souvent. Et en fait, ça revient souvent et ça te permet aussi, comme Mais il y a tu des dis, de points raccrocher. d'accroche, Voilà, c'est c'est ça, il y ça. a des points d'accroche au film. Mais il y a Du coup, c'est intéressant. une image qui a été trouvée, enfin qu'on pense, une fois avec Chris Marker, on n'est jamais sûr, mais que ça vient de lui. En fait, c'est un découpage un peu thématique du film. Et en fait, il y aurait 4 actes. En fait, on pense que c'est lui parce que le découpage est un peu aléatoire. Et en fait, les gens se sont dit que si c'était quelqu'un, un académicien ou quelqu'un qui avait vraiment travaillé sur le film, jamais il aurait donné ça. Parce que si on regarde le film à la seconde, etc., ça colle pas exactement. Et que si quelqu'un avait vraiment voulu travailler sur le film, t'arrives à des trucs, tu fais quelque chose de beaucoup plus précis. Et là, le fait que ça soit quand même un peu plus fouillis, et qu'en plus, c'est des sources qui sont plus ou moins proches de Chris Marker, etc., ça fait penser que c'est Chris Marker. Mais donc, parce que tu parlais un petit peu de cette histoire de boucle et tout, et un truc que je trouvais intéressant. Avant de faire Sans Soleil, il a écrit un petit livre qui s'appelle Le DPI, qu'il a écrit quand il est allé au Japon. Et en fait, il a un avertissement au lecteur avant le petit livre, et en fait, qui colle très bien avec Sans Soleil. Et donc, même si c'est pas pour Sans Soleil, je le lis rapidement parce que, évidemment, ça fait sens. Le texte ne commande pas plus les images que les images n'illustrent le texte. Ce sont 2 séries de séquences à qui il arrive bien évidemment de se croiser et de se faire signe, mais qui serait inutilement fatigant d'essayer de confronter. Qu'on veuille donc bien les prendre dans le désordre, la simplicité et le dédoublement, comme il convient de prendre toute chose au Japon. Je trouve que ça illustre aussi parfaitement Sans Soleil. Voilà. Ok. Longue première partie, mais Oui. nécessaire, je pense. Ok, je suis pas sûr d'avoir oublié quelque chose pour ton film, mais je pense pas avoir plus de questions. Moi, J'ai sûrement, l'impression mais- déjà d'être saturé d'informations. Mhm. Ouais. Ton film n'est pas en tête de ce round. Je pense que c'est le film de Louis en premier et le film de Pauline ensuite. Et voilà. Je n'attendais pas autre chose de ta part. Je vois que je suis très prévisible, du coup c'est super agréable. De quoi? Pardon? Je vois que je suis super prévisible, quoi, du coup. Non. Deuxième round, du coup. Bah, Allez. deuxième Eh ben, round. allons-y. Alors du coup, partie 2. Pour cet épisode, on va pas faire de partie 3. Donc ça sera une partie 2 globale où on rajoute un peu tout ce qu'il y a à mettre. Je pense que les films sont assez spéciaux et difficiles à traiter pour ne pas le morceler encore plus. Donc Pauline, tu peux reprendre la parole. Ça tombe bien qu'on enchaîne toi et moi parce que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais dans nos descriptions qu'on a fait des cas et moi de nos films, il y a quand même des choses qui semblent très similaires. Mais Un peu, en mais même pas temps, trop, quand en même, même temps, complètement opposé. Bah oui. C'est ce que je disais tout Et à l'heure. justement, C'est ça qui j'allais est dire. très intéressant. En fait, je pense que en ayant vu les deux, du coup,
la différence fondamentale entre les deux, c'est que toi, t'as dit que Chris Marker, il faisait un peu un portrait de l'humanité. Enfin, il parle de l'humanité. Et alors que Jonas Mekas, c'est à échelle très individuelle. Genre, il parle de lui, de sa famille, de ce qu'il connaît, de ce qui l'entoure, etc. Et on pourrait un peu se poser la question de en quoi ça nous intéresse, en fait, de voir la vie de ce mec, tu vois. Enfin, genre vraiment, hein, il parle de sa vie. Et je trouve qu'il y a quelque chose de hyper fascinant dans son cinéma, parce que du coup, j'ai vu quelques autres films de lui avant l'épisode. C'est que c'est un mec qui va créer de la beauté à partir du banal. Il y a une séquence où donc, il retourne en Lituanie. Ah oui, parce que pour revenir vite fait sur l'histoire de Jonas Mekas, en gros, il est juif. Et il a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a dû fuir les camps, etc. Et du coup, après, il a émigré aux États-Unis pour un peu refaire sa vie, on va dire, loin du traumatisme de la guerre. Mais sa mère est restée en Lituanie. Et du coup, il y a une séquence où il retourne voir sa mère. Et il est avec son frère qui a émigré avec lui. Enfin, voilà, c'est vraiment la réunion de famille. Et en fait, c'est un truc qui, au final, auquel on peut tous plus ou moins s'identifier. Et tu vois, des enfants jouer. Et tu vois que, bon, bah, même s'il est loin de sa mère, au final, et qu'ils n'ont plus du tout la même manière de vivre. Enfin, lui, il vit à New York. Elle vit dans la campagne paumée en Lituanie. Ils sont hyper heureux de se retrouver. Et du coup, c'est vraiment très beau à regarder. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de films très sensoriels, c'est que vraiment, tu sais, objectivement parlant, c'est pas intéressant. Genre de voir ce mec qui retrouve sa mère, enfin tu vois, pourquoi lui plus qu'un autre, tu t'en fous un peu et tout. En plus, le fait que ce soit filmé en 16 mm, ça fait vraiment genre film de famille. C'est pas hyper. C'est pas des cadres super bien posés. Des trucs hyper travaillés. Après, les couleurs sont très jolies, je trouve. Il devait utiliser des pellicules qui rendent quand même relativement bien. Mais il y a ce côté où tu te sens plongé dans son intimité et tu fais plein de liens avec toi. Et moi, je sais que mes parents, ils me filmaient beaucoup quand j'étais petite. Et on en revient un peu à une des phrases des J'aime à la fureur qui est « Toutes les histoires de famille se ressemblent ». Parce qu'en fait, je me suis dit, mais genre... mes parents, s'ils avaient décidé d'être réels, tu vois, ils auraient pu faire un film avec nos films de famille et rendre des trucs hyper jolis. Et ce qui est intéressant, c'est que donc j'ai dit que la voix off, elle était assez peu présente. Quand elle est présente, il se parle beaucoup à lui-même plutôt qu'il parle au spectateur. Et du coup, là, vu qu'en 2012, c'était déjà un peu un vieil homme, t'as un peu cette voix de vieux gourou qui se parle à lui-même. Et en même temps, en se parlant à lui-même, bah, tu sens qu'il parle au spectateur, qu'il parle à tout le monde. Et parfois, c'est assez bouleversant. Enfin, il dit des choses qui sont très simples. Et justement, c'est un film, comme j'ai dit, c'est son film bilan, etc. Donc, qui est sur les petits plaisirs de la vie. Et du coup, c'est des choses très simples, mais qui viennent t'émouvoir assez facilement. Et voilà, je sais pas si j'ai grand chose à dire de plus parce que c'est des films qui sont, enfin, comme Deka a dit, je pense que nos 3 films, même celui de Louis qui est très court, sont des films assez complexes et originaux. Donc je sais pas si c'est un film sur lequel ça vaut la peine de disserter. Je pense que nos 3 films, il faut les voir. Ouais, surtout c'est ça. pour les comprendre, pour en parler. C'est pas en parler comme ça librement, sans que toi tu les aies vus, c'est un peu plus compliqué, quoi. Voilà. Et Okay. après, il y a souvent une très jolie utilisation de la musique aussi. Mais ouais, voilà, je sais pas, c'est ce vieil, il est hyper touchant. Et en fait, le fait qu'au début, on le voit dans son atelier, qu'il soit là avec ses petites boîtes de pellicules en mode... Et tu sais, il dit un peu ce qu'il va faire. Tu sais pas s'il se parle à lui-même, s'il parle à la personne qui le filme. On sait pas qui c'est d'ailleurs. Enfin, c'est pas du tout identifié. Et il est là et... il dit ouais, bon, je vais bien trouver quelque chose à faire de ces pellicules, tu vois. Et au final, il te montre plein de trucs. Et c'est un gars qui, du coup, a une vie un peu pourrie, tu vois. Dans sa jeunesse, du moins. Il a vécu la Shoah, etc. Et qui est là à te parler des bonheurs simples de la vie. Et c'est hyper touchant, quoi.
Et voilà. Et après, juste c'est marrant parce que en regardant juste là vite fait des infos sur le film, je me suis rappelé que, en gros, Mekas, il a popularisé ce qu'on appelle le journal filmé. En gros, c'est un journal intime un peu, mais sous forme de film. Du coup, il était très ami avec plusieurs réalisateurs américains ou artistes américains qui faisaient des trucs très expérimentaux. Il était très ami avec Andy Warhol, par exemple, qui a fait un film de 8 heures, bref, des trucs comme ça. Et il était ami avec Breakage, dont j'ai parlé, qui a fait le film sur les autopsies, le film dont j'ai parlé dans la première partie de l'épisode, qui faisait aussi beaucoup de docus expérimentaux, notamment un dans une morgue. Voilà. Ok. Je suis pas sûr d'avoir plus de questions sur le film de Pauline. Je me souviens plus qui l'a vu. Je sens que... Personne. Non, ouais, c'est ça. Non. Vous avez des questions, vous ou pas plus que ça? Non, parce qu'en fait, ces trucs sont tellement complexes, en tout cas à appréhender, ouais, que c'est compliqué. Mais encore une fois, ça me donne vraiment très envie. J'ai une petite question. Est-ce que son montage d'images est classique, linéaire, ou il expérimente un petit peu aussi sur ces images qu'il monte? Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quand même des séquences identifiables. Et d'ailleurs, c'est découpé. Il me semble que c'est même écrit. Première partie, voyage en Lituanie, un truc comme ça. Mais il y a quand même des choses très expérimentales dedans. Et oui, si après, il y a un truc que je voulais dire, c'est que du coup, c'est le dernier film de Mekas. Et paradoxalement, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour sa filmographie. Parce qu'en fait, comme il fait un bilan de sa vie et de sa carrière, ça fait un peu un bilan de son cinéma aussi. Et ça permet de bien appréhender du coup son style de cinéma, sa vision du cinéma et ce qu'il a pu faire. Et donc, alors que c'est son dernier film, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée dans le sens où ça te permet de comprendre un petit peu son type de travail qui est très atypique pour donner envie d'aller voir ce qu'il a fait avant ou peut-être il va moins expliquer pourquoi il fait les choses comme ça, etc. Écoute, Louis, je te propose d'enchaîner. Ouais. Alors, petit point de contexte sur mon film. Georges Furtado, quand il fait ce film, il tourne à la fin des années 80 au Brésil. Il faut savoir qu'au Brésil, à la fin des années 80, l'inégalité dans ce pays atteint son paroxysme. Donc il veut un peu parler de ça, en fait. Il veut un peu parler des inégalités, notamment entre riches et pauvres. Et donc ce documentaire, il critique énormément le système de notre société, le système capitaliste notamment, et il va parler un peu des différents droits qu'on a suite à ce système ou qu'on n'a pas. Genre, pourquoi telle personne a le droit d'avoir une vie aisée et tout, et pas l'autre? Pourquoi le propriétaire peut... découper les ordures en deux et les donner une partie à ses porcs et qu'ensuite il les donne à des êtres humains? De quel droit il peut faire ça? Et alors que normalement on a tous les mêmes droits et c'est même ça qui nous fait des êtres humains. Et donc c'est assez intéressant donc ce point de vue anticapitaliste un petit peu qui pourrait beaucoup plaire à Descartes. et les meilleurs documentaires sont souvent de ce côté-là, j'ai envie de dire. Oui. Et c'est super intéressant d'un point de vue, le point de vue qui porte justement sur l'humain, où il se pose la question finalement de qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains, et qu'est-ce qui fait, est-ce qu'on est encore des êtres humains au final? Est-ce que le propriétaire même est un être humain? Est-ce que la pauvre famille qui se nourrit d'ordures est obligée de se nourrir d'ordures et sont des êtres humains et tout? Donc c'est assez intéressant, mais c'est aussi un peu drôle. Le film a une façon de raconter le truc de façon très drôle. En fait, le film est sarcastique et il prend un ton volontairement de dictionnaire. Il va définir des concepts qu'on connaît, comme l'être humain. Il va donner une définition à l'être humain, il va donner une définition à la tomate, il va donner une définition au porc, et toujours de manière assez marrante. En fait, c'est assez perturbant. Tu te dis c'est marrant et tout, et au final le message de la fin il te met un taquet dans la gueule. Ok.
Donc c'est assez chouette. Et ce côté définir des concepts qu'on est censé tous connaître, il le définit en plus de manière assez scolaire. Ça apporte en fait une normalité à ce qu'il nous montre. Donc c'est un peu pessimiste. C'est pas infantilisant? Non. Ok. Non, c'est pas infantilisant. C'est parce que tu sens le ton sarcastique en fait. Ouais, Ok. c'est ça, tu le sens tout de suite, le ton sarcastique, et même c'est pas... c'est infantilisant, un peu drôle. Genre, Ouais, non, ce serait... il prend en fait pour des cons les Ouais. gens qui comprennent pas ce qu'est la pauvreté, si tu veux. Ok, d'accord. Donc voilà, et en fait c'est ça, c'est un peu pessimiste à la fin, parce qu'il rentre dans une certaine normalité, ce qu'on voit. Et c'est très cool parce que l'horreur, elle passe pas par la voix off, qui est très sarcastique, mais par les images, en fait. Donc Ok. tu as une sorte de double... de contradiction, en fait, qui rentre entre ce qu'on te dit et l'image. Mais toi, tu es suffisamment intelligent pour comprendre que la voix, elle est sarcastique, et que l'image dit la réalité, en fait. Donc Ok, c'est d'accord, vraiment, je vois. vraiment chouette. Et c'est un documentaire qui dénonce énormément de choses, à la fois donc, le système capitaliste, le racisme aussi, et il t'apprend malgré tout certaines choses. Donc le côté scolaire t'apprend un petit peu le système, comment fonctionne le système capitaliste. Donc tu as Monsieur Suzuki qui plante sa tomate, qui la vend au supermarché. Le supermarché revend la tomate à une dame qui gagne de l'argent grâce au parfum qu'elle vend et tout. Donc tu vois, il y a tout le système qui explique et tout. Qui est vraiment très drôle. Enfin, je trouve ça... c'est du génie. Vraiment génialissime comment c'est montré. Ok. Et en même temps, il t'apprend aussi ce que deviennent tes déchets. Donc il y a aussi un peu le côté écolo et comment sont traitées les ordures, et notamment le gâchis autour du gâchis alimentaire, qui devient le déchet et tout. Et qu'est-ce que ça devient? Et t'expliques qu'il y a des gens qui sont obligés d'en vivre en fait de ces déchets et tout. C'est un peu, je crois qu'il y a un documentaire là-dessus qui s'appelle Le 7e continent aussi, Ouais. qui Ouais. parle d'une immense île de déchets. Donc c'est un peu pareil, tu vois. Il y a un peu aussi ce côté qui t'apprend un peu quelque chose sur le gâchis alimentaire, sur l'écologie et tout, et qui est encore d'actualité. Je trouve que c'est encore tout comme donc sa dénonciation du système capitaliste qui est encore d'actualité. Ce côté-là aussi est encore d'actualité alors que le film date de 89, quoi. Ok. Et tu te dis, putain, on n'a pas évolué depuis 89, on consomme toujours plus, et du coup on fait toujours plus de déchets, c'est pas normal. Et c'est super intéressant du coup de voir ça en 89 et de te projeter un petit peu à notre époque. Et tu te dis, ouais, c'est pas normal. Donc c'est un documentaire qui t'apprend et qui dénonce beaucoup de choses en 12 minutes. Et en 12 minutes, c'est du génie. Ok. Voilà. Ok. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Il faut le voir un petit peu, faut le regarder pour comprendre le dispositif. Donc à la fois filmé, il y a de la mise en scène, mais il y a aussi du collage, du montage de films d'archives, et à la fois de juste filmer le réel. Et tu verras par toi-même ce que ça donne. Sur YouTube, il n'est pas de très très bonne qualité non plus. T'as l'impression que c'est une vieille VHS. Ouais. Mais il est regardable, il est drôle, il dénonce, il est vraiment, c'est du génie, quoi. C'est vraiment, il y a tout dans le film, il y a tout dans ces 12 minutes. Vraiment très très bien, je pense qu'il pourrait beaucoup te plaire. Et il pourrait beaucoup plaire aussi à DK. Ok. T'as une question ou pas? J'ai pas de question, honnêtement. C'est pas dommage qu'il fasse 12 minutes? Non, parce que plus, on serait tombé peut-être dans une sorte de tiers-mondialiste, comment on dit, misérabiliste, tu vois. Je Serait un petit peu, tu vois, on tomberait un peu là-dedans. Et son dispositif n'est pas, je trouve, n'est pas compatible aussi avec plus long. Ok. Du coup, Ouais. c'est plus ce qu'il fallait, quoi.
Ouais, voilà, vraiment, en long métrage, un dispositif comme ça, au bout d'un moment, tu souffles un peu, quoi. Ok. Surtout le montage très cut, rapide comme ça. Voilà, c'est bien pour des courts, plutôt qu'en long, c'est au bout d'un moment, ça devient un peu lourdingue. Si c'est aussi cut que bref, pendant 1h30, au bout d'un moment, t'en peux plus. Hein. Voilà, c'est ça. Je te propose d'enchaîner. Attends, juste Pauline, t'as rien à rajouter parce que tu l'as vu aussi. Non, il en a bien parlé. Juste, oui, par rapport à la longueur, comme j'ai dit tout à l'heure, comme tu as déjà l'impression d'avoir emmagasiné beaucoup de choses au bout de 12 minutes, je pense que ouais, si c'était trop long, tu aussi, ouais. un peu d'infos, c'est la bonne durée. En fait, c'est marrant parce que ça fait un peu vidéo pédagogique. Oui. Mais tourné d'une manière très artistique et très malicieuse. Ouais, c'est un film assez malin et tout. Ouais. Et puis, ouais, il tombe pas dans le piège du tiers mondialiste misérable et tout. Il arrive à te toucher là-dessus sans faire quelque chose de pathos. Donc du coup, c'est très fort. J'ai l'impression qu'avec Pauline, on a tous les deux des films très dans le ressenti, dans l'inconscient, la vibe et tout, quoi. Alors que Louis, pas du tout, quoi. On est sur un truc beaucoup plus pragmatique. Ouais. Ok, voilà. Ces petites... c'est intéressant, il y a encore une fois, on a plein de films différents. Hein. Et encore, je pense que vous avez genre quand même, au final, que 2 styles de documentaires, tu vois. C'est un coup, il y en a... non, je pense qu'on est sur 3 styles différents, non? Toi et Pauline, du coup, ça a l'air d'être quand même assez proche. C'est du montage d'images d'archives. Oui, dans ce truc-là, mais dans le fond... tu vois, mais le fond, il a l'air différent. C'est vrai que oui, il y a encore plein d'autres styles de documentaires qui sont pas dans les 3, où ça aurait pu être sur une personne, ça aurait pu être non, bien sûr. sur un événement. Ouais, voilà, plein de trucs. C'est pour ça qu'on compte sur les gens pour nous proposer d'autres documentaires. Carrément. D'ailleurs, j'allais dire un truc, mais je crois que c'est un peu aussi le cas de Jonas Mekas. Mais du coup, pour revenir sur Chris Marker, parce que j'imagine qu'on passe à moi. Bah oui, parce que tu me regardais. Donc, voilà. Je t'avoue, j'ai pas de film à vendre. Donc j'espère juste que je vais pas juste parler 50% de l'épisode, parce que je parle beaucoup par rapport à vous. Écoute, il est fort possible que oui. Je m'excuse. Non, c'est que, enfin, en tout cas, quand j'ai découvert Chris Marker et que j'ai commencé à voir du Chris Marker, je crois que j'ai jamais eu autant l'impression d'être face à un cinéma singulier et particulier et vraiment que tu retrouves pas ailleurs, tu vois. C'est pas pour faire genre, oh, c'est un ovni, mais quand je regarde les films de Chris Marker, j'ai vraiment l'impression que il y a... Mais en fait, c'est un peu paradoxal de dire qu'il y a personne d'autre qui fait ça, alors que tout ce qu'il le fait, il le fait en collectif, donc c'est un peu paradoxal, mais il y a vraiment un truc de... C'est Chris Marker, tu vois. Et il y a peu de gens qui arrivent à... Alors j'ai un peu l'impression que Mecha, ça doit être un peu pareil, mais il y a des gens comme ça où tu peux pas les lier à d'autres personnes. Ils sont dans leur coin, ils font leur truc, et c'est tellement singulier, tellement... ils ont tellement leurs pattes et leurs trucs, voilà quoi. Donc je sais plus pourquoi je disais ça, mais voilà, je le dis. Tout est bon pour dire du bien de Chris Marker. Alors, Sans soleil, ça t'avait manqué, j'espère. Non, bah, ce que je vais faire là dans cette deuxième partie, c'est, comme je disais, c'est un essai cinématographique. Donc tu disais qu'est-ce que ça signifie et tout. En gros, un essai, c'est une réflexion sur un sujet. Ça peut être vraiment n'importe quel sujet, mais plutôt une réflexion personnelle, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui se pose et qui va réfléchir sur un truc et tout. En tout cas, moi, c'est comme ça que je définirais un essai. Et donc, c'est marrant parce que du coup, j'ai vraiment pas l'impression que tu me vends un documentaire. Je sais pas pourquoi, mais en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est limite purement artistique. Genre en mais mode alors, limite... est-ce qu'il y a c'est pas ça que je veux dire, mais j'ai plutôt l'impression, en gros, que tu vas me vendre... Enfin, là, je suis en train de te démonter alors que le film, je connais pas, tu vois. Ouais. Et juste, j'ai l'impression que t'es en train de me vendre, genre, limite, une performance artistique. Non. Plutôt qu'un documentaire, en gros. Bah, c'est... Non. Voilà. T'as pas l'air convaincu par ton nom. Non, mais juste... ça pour ce qu'on disait dans la partie 1, c'est que le documentaire, c'est tellement vaste. Oui, il y en a qui diront que Sans soleil, c'est pas un documentaire. Mais à partir du moment où moi, je disais que le documentaire, il se crée beaucoup en opposition à la fiction... Et bah à partir de ce moment-là, comment tu qualifierais Ah non, mais je sais pas. Ou alors c'est vraiment un ovni dans son coin, et ok, dans ces cas-là, pourquoi pas. Mais ça reste quand même une sorte de documentaire un peu bizarre, quoi. Okay. Enfin, je sais pas, hein, moi c'est un peu comme ça que je le vois. C'est aussi là pour montrer des choses du monde, ça utilise des images qui sont des images
du réel. Ouais, voilà, pas tourné dans un dispositif de fiction. C'est drôle que tu dises image du réel, mais je vais en revenir après. Mais du coup, ce que je pensais faire là, dans cette deuxième et dernière partie, c'est juste parler un peu des thèmes qui ressortent. Et comme je disais, donc c'est un essai, donc c'est c'est la réflexion de Chris Marker, c'est dire un peu lui ce qu'il essaye de dire. Alors, je prétends pas du tout pour dire ce que Chris Marker essaie de dire. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que si vous aimez Chris Marker et Sans Soleil, je ne peux que vous conseiller d'acheter le Blu-ray de Sans Soleil par Potemkin. Parce qu'il y a un petit livre dedans et il est vraiment génial. J'ai rarement vu un livre aussi bien écrit et intéressant sur un film. Après, en général, je ne lis pas. Mais là, pour le coup, c'est vraiment... Et puis, pour une œuvre aussi compliquée, aussi dense, franchement, c'est top. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Parce qu'il faut dire que vraiment, la majorité des trucs que je dis, c'est des trucs que j'ai lus aussi là-dedans. Parce que... PTDR, je suis qui pour arriver et dire. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que dit Chris Marker dans Son Soleil. Je l'ai vu 2 fois et demi et j'ai toujours l'impression d'avoir que 20%. Donc voilà. Mais du coup, comme je disais tout à l'heure, il a tenté de segmenter son film en 4 parties. Et du coup, des gens ont essayé de dire quels sont un peu les thèmes de ces 4 parties. Et donc des thèmes qui ressortent. Dans un premier temps, c'est le regard. C'est comment on voit les choses, etc. Et en fait, la take un peu de Chris Marker, c'est que le monde occidental et l'Occident a arrêté de regarder, a cessé de regarder, de penser l'imaginaire et tout ce qui est le fantastique, l'irréel, le sacré, etc. Et que l'Occident est trop dans le réel. Et évidemment, lui, quand il dit ça, il se pose comme c'est un poète, tu vois, c'est un artiste, c'est un poète, donc évidemment lui a de ça. Et donc c'est pour ça qu'il va parler par exemple de l'Afrique et du Japon, parce que le Japon, bien que c'est un pays qui serait occidentalisé, même si alors qu'est-ce que c'est dire occidentalisé, enfin bon, je pense que tout le monde a compris quand même ce que je veux dire, lui il a quand même réussi à vraiment garder ce regard vers l'imaginaire. Et tu parles dans un côté cinématographique? Non, je parle même au niveau vraiment sociétal, au niveau... Okay. Voilà, ça c'est les takes de Chris Marker. Ouais, moi, non, mais justement, je suis d'accord ou pas d'accord. Pour le coup, je sais pas si tu parlais genre juste d'un point de vue. Non, vraiment comment les choses sont vues dans la société, etc. Okay. En tout cas, selon lui, en Occident, on a arrêté de vraiment regarder les choses et on n'est que sur. En fait, il y a un peu le truc de je crois que ce que je vois. Mm-hmm. Et lui, il le déplore, mais pas dans le sens un peu, tu sais, on pourrait dire dans le sens un peu, je sais pas, complotiste ou sacraliser les trucs religieux ou je sais pas quoi. Non, c'est plus dans une recherche de l'imaginaire, de l'irréel, du fantastique, tu vois. Parce que voilà, lui, il aime voguer entre le réel, l'irréel et tout ça. Enfin, ça, c'est un cinéaste qui est pas que dans le réel, tu vois, justement. Et donc, lui, il trouve que ça se perd et c'est pour ça qu'il s'intéresse au Japon, parce qu'il trouve que c'est un peu l'entre-deux, quoi. Voilà. Après, il parle du coup de la frontière entre le réel et la rêve. C'est un autre thème qui est là. Donc là, il critique une certaine rationalité, comme je disais, des images. Et du coup, c'est une take de Chris Marker, c'est qu'une image, elle peut pas être réelle, en fait. Donc, montrer le réel par des images, en fait, ça n'a pas vraiment de sens. Parce qu'une image en tant que telle, elle est jamais réelle. C'est-à-dire que l'image, elle dépend de qui la regarde, de comment tu l'analyses, de quel est ton contexte, le contexte sociopolitique. Voilà, donc en fait, tu prends une image, l'image, en fait, elle veut rien dire, tu vois. C'est l'interprétation que tu as de l'image qui donne du sens à l'image. Et donc en soi, une image ne peut pas être réelle. C'est encore une fois une take de Chris Marker. Je t'écoute. Hein. Et c'est marrant parce que ça rejoint grave un truc de mon film, du film de Mécasse, où à un moment, c'est un peu l'inverse au final, donc ça revient à cette position, où en gros il commence à parler de souvenirs, de dire voilà, tout ce qui me reste c'est mes souvenirs, et après il fait non, c'est pas des souvenirs, c'est juste des images. Les souvenirs, ils sont partis, mais les images, elles restent. Okay. Donc, tu vois, c'est un peu opposé. Ah oui, dans c'est le vraiment sens opposé, ouais. Parce que du coup, lui, il parle aussi beaucoup de la mémoire et des souvenirs dans Son Soleil. Et du coup, c'est le 3e thème, c'est la mémoire. Et lui, il est vraiment, il flippe, il est terrifié par l'abolition de la mémoire. Donc, en gros, ce qu'il dit par là, c'est qu'en gros, nos sociétés, à force de penser qu'à la production, aux capitaux, à toujours faire plus vite, etc., aux gains, on n'a plus vraiment de mémoire
des choses, tu vois, et qu'en gros, on substitue cette mémoire par des machines, par des bases de données, et qu'en gros, on arrête en fait, on perd cette mémoire et on la donne à une machine qui va penser pour nous, enfin, qui pas penser, mais qui va se souvenir pour nous, et nous, on va se concentrer sur les trucs pragmatiques, les chiffres, aller vite, voilà. Donc, quand il dit qu'il a arrêté d'être socialiste avec le fond de l'air rouge, ça reste quand même. Mais voilà, donc lui, c'est un peu sa peur. Et il a peur du coup que ce qui se crée, c'est une mémoire en fait qui a plus de sens. Parce que en fait, ça serait comment dire, une mémoire en fait fade et sans valeur. Donc c'est-à-dire une mémoire qui est juste sur laquelle on n'apprenne pas quelque chose de comment dire, de fort, tu vois, de sentimental. Et qu'en fait, la mémoire, ça soit juste une donnée comme une autre. Et là, il prend l'exemple dans son film. À un moment, il parle d'une scène d'un endroit où il y a eu un suicide de je sais plus, 30 étudiants ou je sais pas quoi, à la Grenade, ou qui sont sautés. Enfin, je sais plus exactement les trucs. Et donc, pour lui, ça, c'est un vrai truc de mémoire. Et il dit, bah, aujourd'hui, les gens viennent se prendre en photo devant. Et ça fait un peu boomer comme ça, mais il y a en face des porte-clés grenades, tu vois. Mais c'est pour lui cette fin de la mémoire en gros. C'est-à-dire que les choses n'ont plus trop de sens et qu'en fait ça devient une attraction plus que vraiment de la mémoire, tu vois. Donc ça c'est une autre take. Et évidemment, voilà, il a peur que la mémoire soit comme une attraction, comme je dis, qu'on monnaie, quoi, qu'en fait elle n'avait plus vraiment de sens. Et après, le dernier truc, enfin en tout cas, la dernière partie serait plus sur la poignance des choses, c'est comme ça que c'est dit dans le petit livre. En gros, c'est comment continuer à donner du sens aux choses, à la vie, à la mort. Et donc, en fait, c'est vraiment une sorte de plaidoyer de marqueur pour le mystique, le sacré, l'imaginaire, le rêve, mais pas dans le sens, comme je disais, tu sais, le mystique, on pourrait croire, tu vois, qu'il est là pour qu'on soit tous chrétiens ou religieux ou je sais pas quoi, et qu'on est tous... C'est pas dans le sens dogmatisme Voilà, religieux. exactement. C'est pas ça, c'est vraiment au niveau imaginaire, au niveau pensée, parce que bah là, comme je disais, c'est un poète, tu vois, et donc évidemment il y a tout ce qui va avec le poète et dans tout ce qu'il dit, quoi. Et donc voilà, après évidemment on trouve plein de choses. Il parle de la jeunesse beaucoup, et il parle aussi beaucoup de lutte des classes. Et évidemment ça transparaît tout le long. Il parle beaucoup des pauvres, des laissés pour compte de la société, etc. Étonnant quand même. Voilà. Ouais. Et donc en fait c'est un peu tout ça. Et en vrai, la première fois que tu regardes Sans Soleil, bah, tu te dis ok, je viens de voir un truc, mais tu comprends pas tout ce qu'il dit, tu vois, t'es en mode... Et encore, là, c'est que des pistes, en gros, tu vois. Et en fait, même si ça se veut, comme je disais, un peu segmenté, les choses reviennent, repartent et tout. T'as des choses qui... Enfin, voilà, c'est... Voilà, j'ai essayé de donner un peu envie en parlant un peu des choses qu'il peut dire. Sur les thèmes. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez film, ajouté Ouais, je vais rajouter, moi, c'est un film où moi, je l'ai vu qu'une seule fois, mais il faut que je le voie encore. Il faut que je le revoie une deuxième fois, une troisième fois et tout, pour en saisir vraiment toutes les dimensions. Mais il a ce côté, à la fois pour saisir toutes les dimensions, mais il est tellement captivant que j'ai envie d'y revenir aussi parce que, je sais pas, c'est beau, en fait. Il y a aussi quelque chose de beau dans le film et j'ai envie d'y revenir, quoi. Et je sais pas, le film attire. C'est très mystérieux. Il y a très peu de films qui me font ça, vraiment. Et celui-là, on fait partie, quoi. Et ça, c'est ce que je dis souvent. C'est que pour moi, c'est le cas avec quasiment tous les films de Chris Marker. Tu finis un film de Chris Marker, t'as envie de recommencer parce que tu te dis, ah putain, j'avais pas saisi ça. Ah, ok, là, il m'a eu. Comment il m'a eu? Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qu'il veut dire et tout? Et c'est vraiment un des cinéastes dans lequel, en fait, tu finis le film, t'as qu'une envie, c'est de le revoir. Et c'est pas tout le temps le cas. Bon, peut-être pas toi. On n'est pas du même avis, mais oui. Mais tu l'as pas vu? Ah oui, si, t'as vu La Jetée. Bah, j'ai vu La Jetée. Mais t'as pas aimé La Jetée. Mais quand tu finis La Jetée, t'as pas ce truc de dire, attends, comment on est arrivé là? Quel est le cheminement qui a fait qu'en fait, on en est arrivé à cette fin-là, tu vois? Non. Franchement, pour le coup, sur celui-là, je suis pas d'accord. Au moins sur La Jetée, tu vois, je suis pas d'accord. Parce que je trouve La Jetée, c'est un truc de boucle temporelle et genre, tu sais, les théories des nœuds et des trous de verre. Ouais, genre. mais donc du coup, quand tu viens de finir, t'as envie de reprendre pour... Enfin, bah je non, sais pas. parce que tu sais que t'as fini, parce que en fait, si t'es là, c'est parce que t'as fait ça avant, oui. donc forcément, c'est une boucle qui va se répéter. Oui, mais genre, t'as pas besoin d'y revenir. Mais tu sais que t'y viens parce que c'est logique. Ah, non, pour moi, je suis pas d'accord. Pour moi, La Jetée, c'est vraiment le truc quand tu as fini, t'as envie de savoir comment en fait tu t'es retrouvé à être là parce que sans presque le voir venir ou quoi. Enfin, je sais pas, t'en penses quoi, toi, Pauline, qui l'a vu? Bah, moi, je te l'ai dit que je l'ai vu plusieurs fois. Ouais, c'est vrai. Oui. Mais non, mais je suis d'accord temps, avec toi aussi. Hein. Je l'ai vu. Hein, mais je comprends le raisonnement de Frigo aussi. Oui. Ouais, je suis pas d'accord parce qu'en fait, genre,
on t'amène là et en fait juste tu revois que c'est exactement les mêmes images du début, tu dis bah si tu le revois en fait tu vas juste revoir la même chose, que c'est une boucle temporelle. Fin de Oui, l'histoire. mais alors en fait. peut-être parce que tu es très concentré dès la première seconde quand tu regardes n'importe quel film. Non. Mais moi, c'est pas le cas. Et j'avoue, quand j'étais à la fin, je attends. Ok, c'était quoi déjà le début? Comment on a fait, tu vois? Quel truc j'ai raté, etc. Enfin après pour le coup, là j'ai l'impression de me placer en surhomme, mais genre la fin d'un moment je me suis dit ok bah il est en train de retourner au point de départ et en fait bah oui tu retournes au point de départ et tu dis bah ok en fait c'est juste il est obligé de revenir en fait dans le enfin c'est obligé en fait. Je me brise le cœur, mais c'est pas grave. Bah ouais gros mais c'est comme ça. Non, qu'est-ce que je voulais rajouter? Il y a des personnages vite fait qui sont donnés dans le dossier de presse. Alors je voulais juste le lire parce que tu verras c'est un petit peu rigolo. Il y a Sandor Krasna qui est le caméraman. Il y a Michel Krasna qui est le musicien. Donc dans le dossier de presse on a vraiment une biographie pour chacun. On a Hayao Yamaneko qui est le vidéo artiste et Chris Marker le cinéaste. Alors il faut savoir que Sandor Krasna, Michel Krasna et Hayao Yamaneko sont tous les trois aussi Chris Marker. C'est 3 alias de Chris Marker. On s'en doutait. Et c'est tout le temps comme ça. Mais du coup, ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, bon, il a eu plus ou moins, les retours ont été plus ou moins très bons, sauf les cahiers du cinéma qui n'aimaient pas Chris Marker, et qui du coup ont pas mal chié sur le film. Mais bon, écoute. Mais du coup, il y a des gens, des journalistes qui disaient ah oui, cette personne-là, je la connais, je l'ai rencontrée à tel festival. C'est pas possible. N'existe pas. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un peu un filou. Il aime toujours. Voilà. En fait, tu peux jamais vraiment te prendre à 100% au sérieux Chris Marker parce que même par exemple dans le film, il explique à un moment comment la genèse du film. Il dit oui, alors Sans Soleil, ça vient de là, nanana, mais je ne ferai pas ce film, etc. Mais en fait, c'est faux. En fait, tout ce qu'il raconte sur la genèse du film est fausse. Enfin, il y a des preuves, voilà, les gens qui ont montré. En fait, ce qu'il dit, en fait, c'est lui qui s'amuse à se créer une genèse de son film. Mais en fait, rien n'est dit. Et il y a plein de fois où il ment sur plein de choses. Sur, par exemple, telle image, il dit qu'il l'aurait reçue de telle personne. En fait, tu te rends compte que ça n'a pas de sens quand tu recolles les trucs et tout. En fait, l'image, c'est sûrement lui qui l'a pris à tel moment parce que il disait que c'est lui qui l'a donné. Mais quand tu fais les dates, elles coïncident plus. En fait, voilà. Juste, c'est quelqu'un qui aime semer un petit peu le doute tout le temps. Il joue un peu avec les codes justement d'un certain film documentaire, tu vois. Genre typiquement le film documentaire de montage de film, il joue un petit peu avec ces codes-là. Il joue avec tout, hein. Ah oui, non. Enfin, vraiment, c'est ce truc de faire dire la vérité. Des fois, il ment, des fois, il invente des trucs, il met des personnages. Je pense que ça l'amuse, en fait. C'est ça, et voilà. Je crois que j'ai tout dit. J'ai un défaut sur le film, moi. Je suis curieux d'entendre parce que j'ai aucune question. Il y a Ariel Dombal dedans. Ouais. Écoute, moi en vrai, je connais pas tant que ça Ariel Dombal. Le seul truc que j'ai à lui reprocher, c'est son mec. Romer, elle est excellente. Hein. Ouais, mais bon. Ouais, moi, le seul truc que j'ai à lui reprocher, c'est son mari. Bernard-Henri Lévy. C'était une blague, hein, c'était juste second degré, hein, humour. Non, mais parce qu'en vrai, peut-être, mais je connais pas le personnage, en vrai, Ariel Dombal. Et ça m'étonne parce que je crois elle était proche à une certaine période de Chris Marker, mais je sais pas d'où elle vient et tout. Et du coup, c'est vrai que c'est étonnant qu'elle soit avec Bernard-Henri Lévy, qu'elle était proche. On n'a pas parlé du documentaire de BHL. Ouais. Les gens changent. Mais enfin bon, ouais. Mais voilà, j'espère que j'ai réussi à donner un peu envie de voir le film. En tout cas, j'ai essayé. C'est un gros morceau. Je t'avoue personnellement pas trop. Bon, je veux pas influencer les personnes qui nous écoutent, mais je t'avoue personnellement pas trop. Après, je pense qu'on peut déjà résumer peut-être si j'aime pas le film. Je suis peut-être juste pas sensible à genre les trucs un peu artistiques ou à l'art en général. Bah, je sais pas. En fait, moi, ma peur quand je ferai les films, c'était que tu détestes, quoi. Et je pense que tu vas détester, mais. Bah, écoute, on verra. On sera. Tu me briseras le cœur une fois. On sera lors de mon retour dans quelques épisodes. Ouais. On verra. Moi, je pense qu'on peut avoir une surprise avec Frigo. En tout cas, j'avais envie vraiment de parler de Sans Soleil et surtout de Chris Marker. Donc, on a vu que t'aimais bien parler de Chris Marker en tout cas, parce que Sans Soleil, au final, on a très peu parlé. Bah, quand même. Bah, c'était quand même plus de Chris Marker que de Sans Soleil. C'est vrai. Bah parce que voilà. Parce que peut-être qu'il n'y a rien à dire sur le film, mais que sur le réalisateur. Non, mais tu rigoles ou quoi? Il est déjà en train d'attaquer. C'est horrible. Je quitte cette émission. Non, mais écoutez, moi ce que je peux vous dire par contre, c'est d'aller sur Twitter. Il y a un compte Twitter qui s'appelle Chris Marker CH qui fait pas mal de posts sur Chris Marker, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, il y avait des trucs récemment, Chris Marker et les comics, vu qu'on a fait un épisode sur super-héros. Je sais que tous les comics ne sont pas super-héros, etc. Mais voilà. J'aime bien ce compte, donc j'en parle. Ok. C'est bien de donner de la force aux gens. Beaucoup plus d'abonnés que moi, mais voilà. Ok.
Quel film? Je pense que le film de Louis me tente le plus là sur ce deuxième round. Après celui de Pauline et vraiment le tien des cas. Je suis désolé. Je pense que je vais vraiment le regarder à reculons. Mais Ah ouais, mais alors c'est foutu quoi. Ben non, mais tu sais quoi, il y a des trucs qui donnent pas envie. Quand t'as regardé les films de 2022, t'as dit j'ai vraiment essayé de les regarder, de comprendre pourquoi vous aimez ces films. Mais écoute, c'est pas pour autant que je ferais pas pareil. Voilà, c'est pas je te demande juste de vraiment ce film, je l'aime beaucoup et je te demande de essayer de d'accord, de par comprendre. contre, si je le poutre, faudra pas m'en vouloir non plus, tu vois. Bah non, parce que voilà, après t'as le droit d'avoir tort, évidemment. Oui. Bah voilà, je crois que on a tout dit. Ouais, j'ai rien de plus à ajouter pour le coup. J'ai hâte d'avoir les retours en vrai, parce que c'est tellement atypique que. Ouais, je suis d'accord. Mm-hmm. Je te vois vraiment pas serein, ça me fait trop rire. Ouais, j'ai une larme qui coule quoi, mais. Écoutez, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais. C'était la deuxième partie du documentaire. Ouais. Sur ce, moi, je peux vous dire que nos réseaux sociaux sont Studio7Pod sur Twitter et Instagram. Je savais plus où j'allais. Je me suis perdu. Sur Twitter et Instagram, Studio7 sur Letterboxd pour retrouver les listes qu'on a fait avec vous, dont celle de documentaire qui va normalement paraître demain. Si Louis a fait le travail de je sais pas comment on dit, de collecte des films. Voilà. Mercredi, vous pourrez voter pour votre film préféré. Mm-hmm. Donc n'hésitez pas, autant sur Instagram que sur Twitter. Je crois que c'est à peu près tout. Oui, non, je crois que c'est à peu près tout. Je peux aussi maintenant faire un petit tour. Ouais, de la table. Peut-être nous retrouver quelque part aussi. Mais bien sûr, mais c'est prévu. N'aie pas peur. C'est super, j'ai peur. Écoute, vas-y, dis où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh ben, on peut me retrouver sur Twitter à @frigobeats avec un S parce qu'il y a plusieurs beats et à AL-8 ou underscore. Même moi, je sais pas où je vais. Bref, AL_SIM SIIM sur Instagram et à Frigo_ sur Letterboxd. Voilà. Pauline? Alors, sur Twitter, c'est Polynôme-8. Sur Instagram, Pauline-8, Janon, J-A-2-N-O-N. Et sur Letterboxd, Melvin Udall, comme le personnage de Jack Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur. Et vous pouvez aussi aller suivre Super Seven, l'association. Donc allez sur super7.fr et vous aurez accès à tous nos réseaux sociaux. Et ça fera du clic. Vas-y, j'allais le faire après, mais au moins c'est fait. Louis? Et moi, on me retrouve sur Twitter, Instagram et Letterboxd à @loulou-8macduck. Et toi, DK, on te retrouve où? Et moi, on me retrouve sur Twitter, DK24_ et sur Letterboxd, DK24. C'est tout pour nous. Si vous aimez le podcast, je ne peux que vous inviter. Voilà, j'allais implorer, mais je vais inviter à retweeter, partager, noter sur les sites, enfin les plateformes de podcast, sur les sites internet. Même en parler à vos amis IRL, parce bien que sûr, à vos proches. Je suis sûre que vous avez une vie en dehors des réseaux, contrairement à moi. Non, je plaisante. Mais oui, voilà, n'hésitez pas à faire des tweets en disant oh là là, j'ai découvert Studio7, c'est génial, on adore. C'est magnifique, ça nous fait beaucoup plaisir en vrai. Donc merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de faire ça. Et puis bah moi je vous dis rendez-vous dans une semaine. Parce que le podcast il est retrouvable où? Parce que je suis pas vraiment. Je suis pas sûr de ça. Mais évidemment. Si, oui. Ah bah autant mais pour moi. Évidemment, alors. sur Twitter, Instagram, Studio7Pod. Mais oui, bah écoute, au bout d'un moment. Et voilà, et moi je vous dis rendez-vous dans une semaine pour un nouveau thème. Ouais. Et je pense que je citerai Chris Parker dans le prochain épisode. Donc, à la semaine prochaine. Salut. Salut. Cut.